Non, mais c'est ouf quand tu penses. Moi, je vendais du chocolat belge. Du quoi? Belge. Ouais, le Léonidas. Ben, je sais, ouais. Moi, je travaillais, quand j'étais ado, mon premier taf, c'était, je vendais des chocolats Léonidas. Alright. Et j'ai fait un mec. Tu sais, il y avait un groupe, et il y a toujours un mec qui est plus grande gueule que les autres. Je lui dis, ça se voit que tu t'y connais en parfum de femme, toi. Il dit, ouais, je connais bien les parfums. Et je lui dis, c'est quoi ça? Je lui mets mes doigts sous le zen. Et le mec, il fait. Je lui fais, non, je rigole. Il est là. Saint-Laurent, Nul. Comme le gars il fait sentir, il fait. Non, il est là. Il est là. Ça va, Il a pas capté. Il fait comme ça, c'est ma soeur ça. Oh merde. Oh merde. Bon, Allez. UFC Paris volume 3. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé, de ce véritable crève-cœur, n'est-ce pas? C'était terrible. Triste. Alors, moi, je me suis entraîné aussi avec Benoît en tout début à Neuchâtel. Il était passé donc avec sa team, son ancienne team, je pense qu'on en parlera plus tard. Et dès le début, il n'était pas encore à l'UFC, dès le début, j'en parlais, je dis lui il va être très bon. Et évidemment, on a eu sa progression maintenant. Premier revers, deuxième revers hier soir. Qu'en est-il de la suite? Bah ouais. Et du coup, quand tu l'as vu à Neuchâtel, c'est quoi qui t'a fait te dire, là, il y a un truc spécial? Alors, il est fort, mais déjà, la première chose, c'est une mini embrouille de sparring avec Enrique Shigemoto. Middleweight, donc plus lourd. Déjà, en plus, à l'époque, il n'était pas en poids de fight, donc il devait faire un bon 100 kilos, je pense, à ce moment-là. Et personne qui lâche l'affaire, tu sais, quand lui, c'est vraiment un guerrier qui veut donner le plus fort. Et puis, tu sais, les petites embrouilles, à la fin, les gens, ils s'énervent, il faut stopper le sparring. Mais déjà là, je me disais, ah ouais, lui, il en veut, quoi, tu vois. Ouais. Purée. Parce qu'en plus, Benoît, à l'époque, il faisait 80, peut-être un truc comme ça. Ouais, il est pas très grand, Benoît, c'est sûr, il est pas très lourd, c'est un poids léger, et puis je pense qu'au pire, il doit faire 77, 80. Et du coup, ils ont été séparés, et ça c'est... Ouais, mais c'était gentil, il n'y avait rien de spécial. Ouais, Je c'est ne juste donne pas compétition. d'exclusivité de ouf, mais c'est juste... entre ça et puis ce que j'ai vu de lui à l'entraînement, j'ai su qu'il avait un avenir. Et toi, comment tu l'as vécu, Manu? Comme tout le monde, déçu du résultat, déçu de l'arrêt du médecin, mais nécessaire en fait. Faut préserver aussi les combattants. Et même si lui, clairement, voulait continuer à combattre, même si au deuxième round, il avait gagné 19 le deuxième round, faut vraiment... Pardon. Non, t'inquiète. Faut vraiment... Il y a trop... Il y a trop de danger, risque, quoi. Ouais. Ses yeux étaient fermés, il pouvait plus voir les doigts du médecin, et les séquelles qu'il peut y avoir après sont folles, quoi. Vous nous disiez, parce que moi j'étais en selle média, mais qu'il y avait même, et ça c'est quand même fou comme anecdote, le fait que quand le médecin montrait des doigts à Benoît... Le public essayait de l'aider en lui disant le chiffre, en fait. Ça c'est incroyable, ça, pour le coup. Donc il montrait 2 doigts, tout le monde disait 2, 3, c'était génial. Ouais, c'est incroyable, le public français était encore présent, très fort hier. Ouais, mais par contre c'était marrant parce qu'on en parlait du coup avec Alexis qui est en background, et en gros c'est le fait que paradoxalement en fait le public français il y a des combattants, ils sont trop durs pour leur propre bien, le public français est presque trop chaud parce qu'en fait du coup ils démarrent tellement dès le début qu'en fait au bout de 3 combats ils ont fait tous les champs, ils sont obligés de les refaire à chaque fois, il y a des espèces de passages à vide parce qu'ils sont trop chauds dès le début justement, quoi. C'est incroyable. Trop chaud pour son propre bien, on a vu avec Benoît, ça c'est sûr. Il aurait tout donné jusqu'au bout. Mais c'est vrai que l'ambiance elle s'est éteinte peut-être avec le combat de Kevin Jousset. Ça a été un petit peu dur de remonter un peu par après. Après on a eu une très belle soirée quand même. Ouais, non, globalement c'est juste que c'est vrai que c'est une fin qui est un peu triste malheureusement pour nous, mais sinon c'est vrai que la soirée elle était dense aussi. Un autre truc à noter avec le public français, c'est que moi, je vais à beaucoup d'events, et c'est très rare que dès le premier combat des prélims, que la salle soit déjà à moitié pleine. Aux États-Unis, maintenant la fréquence des combats est bien plus importante aux États-Unis. Pratiquement tous les week-ends, il y a des combats.
Mais aux États-Unis, ça se remplit vraiment vers la main card. Alors que là, déjà, au premier combat des prélims, c'était déjà à moitié plein. Non, mais ça, c'est ouf. Hein. C'est incroyable. Ah non, les gens, ils sont à fond derrière. Et donc, pour continuer sur le chapitre BSD, puis ensuite le clan, pour voir la suite, Volkan, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une situation comme ça, quand tu changes de team aussi? Parce que toi, tu as connu plusieurs équipes, tu as aussi connu des hauts, et puis ensuite, c'était quoi? C'était au moment où il y a eu Cormier, Smith. Cormier, ouais, Anthony Smith et Dominique Reyes. Ça a été une petite pente descendante à suivre, évidemment. Moi, je ne vais pas dire comme Benoît actuellement, mais dans le sens, il est sa première défaite, c'était un KO contre Dustin Poirier. Il a battu Matt Frevola par un gros finish. Il a une cote de popularité énorme. Il a explosé à ce moment-là. On lui a donné un gros défi. Et à ce moment-là, il a affronté la crème de la crème. Donc un ancien champion, non, pas du tout. Hein. Intérimaire. Il a jamais été Poirier. Il a été intérimaire, ouais. Ok, ouais. Et il a eu les problèmes de santé qu'il a expliqué, etc. Mais après, il a failli à ce moment-là. Première grosse défaite, KO, peut-être un petit setback mental. Et là encore, il a eu une énorme opposition dès le premier round. Un premier round très dur, très lourd. Il fallait survivre et il a été vraiment amoché avec ça. Ouais. Une fois qu'on est assis sur la chaise, il faut se dire que, ok, il y avait le setback de la dernière fois, mais maintenant c'est encore de nouveau dur. Donc est-ce qu'on arrive à passer vraiment à la vitesse supérieure? Et même comme quelqu'un, parce qu'on n'en a pas parlé en podcast, mais même comme quelqu'un pour BSD, on en avait parlé en aparté, est-ce que ça peut jouer ça de cette prix, un premier KO et ensuite tu reviens? Bien sûr, je pense que ça fait ça à tout le monde. Ça reste dans ta tête. Je combats pas, mais j'imagine que... Ouais, ça te met le doute peut-être, ou une appréhension à y aller peut-être un peu plus? Il y a une appréhension, c'est sûr. On a été, peut-être, ça dépend peut-être de la personnalité de chacun, mais on a été invincible pendant très longtemps. On a pu faire des choses, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il faut quand même faire attention. Benoît, c'est un combattant qui a la garde très ouverte. Je veux dire, il frappe très fort, il encaisse beaucoup, il est ensanglanté à presque chaque, pas combat, mais chaque guerre. Des combats qui durent, il a la tête au carré, on peut dire. Donc maintenant, il a quand même remarqué qu'il n'encaisse pas seulement, il peut aussi faillir. Donc aussi, mentalement, ça joue aussi quelque chose. Dès qu'on ramasse un coup, on n'a pas envie que ça aille plus loin. Je pense que ce qui nous fait autant l'aimer, son style de combat, c'est aussi ce qui le met le plus en danger. Et on le sait, et du coup en tant que fan, on adore le voir combattre un peu en mode bourrin, foncer la tête baissée, mordre le protège-dents et allez, je vais taper dur. Mais bien sûr, en combattant comme ça, tu vas aussi en prendre beaucoup plus que si tu gères ta distance, quoi. Mais et justement, par rapport à ça, est-ce que vous aussi, vous l'avez trouvé, peut-être, c'est difficile à dire parce qu'il s'est fait mettre au sol assez rapidement dans le premier round, et le deuxième round, c'est difficile de comptabiliser, est-ce qu'il était pas assez agressif ou machin, parce qu'il était déjà tellement probablement plus là que c'est pas la même chose, mais est-ce que même dès les premières secondes, j'ai eu l'impression, vous aussi, vous l'avez trouvé peut-être un peu plus attentiste que d'habitude? Du deuxième round? Même du premier? Du premier round. Je l'ai trouvé moins en confiance, le premier round. Deuxième round, je me suis dit, en fait, il est obligé de tempérer parce que voilà, il va pas donner tout ce que. Déjà, il faut qu'il récupère le cardio, il faut tout ça. Par contre, j'ai cru que Moïcano jouait avec sa nourriture. Je me suis dit, je l'ai tellement mis dès le premier round qu'il est tellement affaibli et mentalement blessé, qu'il va justement prendre son temps, etc. Par la suite, ce qu'on a pu voir, c'était sa blessure à l'épaule. Peut-être c'est ce qui a joué un rôle, mais grâce à ça, en même temps, Benoît il revenait sur le deuxième round. Sur la partie du deuxième round, il l'a même gagné 19. On a pu voir dans le scorecard des judges. 19, donc c'était la remontada pour Benoît. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu devenir? On n'en saura pas. Ouais. On n'en saura jamais. Ouais. Je pense aussi qu'il connaissait très bien son adversaire Moïcano et qu'il connaissait les dangers du sol de Moïcano et que du coup, tu peux pas non plus... boxer ou kickboxer de la même manière parce que tu connais les risques et le risque c'est de se faire mettre au sol et de prendre le dommage qu'il a pris au premier round. C'est compliqué.
Moïcano, vraiment, le game plan du premier round était parfait. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut aussi rendre quand même à Moïcano que lui, il a été impeccable. Et en plus de ça, Bien effectivement, faut regarder quand même les rayons X de sa radio, de sa radio de la clavicule. Enfin, c'est un truc C'est fou, ça pop même derrière. Donc, je sais pas si la clavicule, c'est n'importe quoi. Et il a fait tout le deuxième round comme ça, apparemment. Est-ce que vous, parce que ça, je sais pas, j'ai pas vu le résultat, mais est-ce que vous pensez que le premier round c'était un 18? Ouais, pour moi, Ouais. 18, clairement. Clairement, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de knockdown, mais ce que tu Ouais. c'est ça, 35 Il a frappes à subi 4. vraiment. Ouais. En termes de dommages, il y a un tel différentiel. Tu vois, Et tous les juges ont mis 18. Bien sûr. Ouais, c'est ça, ça. j'avais pas vu justement. Ouais. C'était donc 18. Et c'est pour ça que, par exemple, les deux... Alors, la seule comparaison, c'est que et Nassourdine et Benoît se sont fait mettre au sol et garder au sol sur le premier round. Nassourdine, c'est un clair 19 parce qu'il perd, il se fait contrôler, mais il n'y a pas vraiment de dommage. Voilà. Benoît, il y a domination, c'est ouais. ça. Benoît, il y a et contrôle et, ce qui est le premier critère des juges maintenant, dommage à mort et uniquement dans un seul sens. Ouais. Enfin, c'est 18 sur... Ouais, d'ailleurs, on a vu Herb Dean qui allait à Allen lui dire tu dois faire quelque chose. Même entre les deux premiers rounds, il lui a dit hey, mec, si tu tiens juste, je vais vous relever. Quoi. Et du coup, pour toi, Volkan, lorsque tu as changé de team, est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation qui était mais vraiment limite de l'ordre 2, il faut au moins 6 mois, mais voire 1 an ou plus, parce que là, en fait, c'est ce dont on parlait avec Benoît, c'est le fait que c'est un peu cruel pour sa team, il a toujours eu les gens qu'il a eu là dans son coin, il les a toujours eu, c'est juste qu'avant, il y avait Daniel Voirin qui était le head coach, et là, pour toi, est-ce on doit juste leur laisser du temps pour peut-être qu'ils puissent avoir plus d'automatisme et se développer ensemble, etc. Ou comment est-ce que tu vois les choses pour le futur pour Benoît ? Il y a un petit peu de tout. Évidemment, il faut un temps d'adaptation. Il faut savoir est-ce qu'il a déjà travaillé avec cette équipe, peut-être dans le passé, et puis là, il revient un petit peu aux sources ou autre. Je suis même pas sûr de ça, moi. Mais par contre, il y a un temps d'adaptation. Il y a aussi un bagage technique que toi t'apportes et que tu vas vers un autre. Il faut que les deux personnes se comprennent. Il faut aller dans la même direction. Mais aussi, on voit aussi l'expérience soi-même des coachs. Des fois, moi, par exemple, quand je regarde, j'étais au Weighings le vendredi, puis je remarque les nouveaux combattants de l'UFC, ceux qui sont à leur premier combat, ils savent pas jusqu'à où marcher avant de saluer le public, se tourner, lever les bras, aller à la pesée, attendre 2-3 secondes. Tu sais, ils ont pas encore ce genre de choses. Et encore pire, c'est le coach derrière. Il sait pas où se placer, il regarde. Non, mais c'est vrai, c'est des détails. Les mais... bouncers derrière, ils disent faut aller là-bas, tu vois. Et puis en fait, eux, ils sont perdus en fait. Donc il y a autant le combattant que le coach a une expérience qu'il doit acquérir. Ouais, et oui, et c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, c'est compliqué aussi quand si c'est ton premier UFC, ton premier event, que tu sais que tous les yeux en plus reposent sur toi. C'est-à-dire que c'est même pas juste il faut savoir quoi faire, où aller, comment ça va se passer, mais tu sais que non seulement il y a ça, donc des trucs un peu techniques, et en plus t'as tous les yeux de France qui sont sur toi, donc t'as toute cette pression que tu te mets, etc. Donc c'est vrai que on l'a déjà dit, donc je préviens, moi je suis biaisé parce que comme on les connaît et qu'on sait que ils sont ultra humbles, ils sont ultra cool, etc. Dis les termes. Non, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est délicat. C'est parce que comme on les connaît et qu'on sait comment ils sont humainement, oui, je suis biaisé parce que j'ai envie de dire des bonnes choses, etc. On a dit dans le podcast que il y avait probablement, c'est pas probablement, ça c'est un fait, le fait qu'il y avait, Daniel Voirin avait l'expérience à l'international, il y avait l'expérience des grands rendez-vous, forcément, comme eux ne l'ont pas, c'est sûr que il y a toutes ces choses à apprendre et même pour eux en tant que coach ça doit être compliqué parce que t'as pas la sérénité et la confiance de dire je sais exactement où je mets les pieds, je sais comment ça va se passer, tout ce que tu viens de dire Volkan, et du coup c'est pour ça que on se posait vraiment la question avec Guillaume de dans ces cas-là, est-ce que tu fais quelques combats encore parce que il y a l'expérience à acquérir et puis maintenant ils seront beaucoup plus sereins, ou est-ce que pour vous en tout cas du coup ils seraient en mode peut-être que il faut le head coach qui cimente un peu parce que tous ces gars-là, ils ont des compétences dans leur domaine qui font que ce sont des parfaits spécialistes, mais que du coup, il faudrait le head coach au plus haut niveau, etc. Pour vous, vers où il faudrait aller dans l'idéal ? Je pense que le head coach, c'est comme tu dis, le head coach, c'est celui qui dirige, c'est le chef d'orchestre, qui dirige l'opération. Chacun a ses qualités dans certains domaines. Les MMA, c'est un sport tellement large. Il y a la lutte, il y a la prépa physique, il y a tout ça. Évidemment, quand il y a un head coach, il pourra faire justement, il pourra diriger un petit peu le groupe et puis avoir une cohésion. Moi, je me rappelle par exemple quand je suis reparti maintenant en Suède.
les premiers weight cuts, donc l'entraînement c'était d'une certaine manière, mais une fois qu'il y a la partie fight day, fight week et weight cut day, bah en fait ils m'ont dit d'une certaine manière, bah on va faire de la manière dont tu as déjà l'habitude. Et ça a été intelligent parce que maintenant je vais pas juste le jour J complètement changer parce que j'ai envie de faire à leur manière. Ils ont incorporé un petit peu déjà ma façon de faire à la leur, et puis on a essayé de faire un truc qui tenait la route. Et même au début ça n'a pas été génial parce que je me rappelle par exemple mon tout premier fight camp que j'ai fait avec All Star. J'étais pas forcément heureux de ma performance physique. Parce que c'était trop d'une certaine manière, et pour finir j'ai pu adapter à partir du 3e combat, donc pour l'UFC Paris réellement, et maintenant j'ai fait 4 fight camps avec eux et je commence sur mon 5e, mais les 2 premiers fight camps n'étaient pas adaptés à moi par exemple. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'as cru en ce processus et que tu t'es pas dit faut que je change encore? Mais en fait, tu peux changer combien de fois tu veux, mais c'est comme ta copine, en fait. Tu vas pas changer 1000 fois de femme parce que chaque fois tes relations vont pas, et au bout d'un moment, c'est toi le problème, parce que je veux dire, tu peux pas toujours remettre la faute sur les autres. C'est à toi, il faut trouver une team ou bien des gens dans lesquels tu te sens bien avec, qui a une cohésion, vous avez les mêmes objectifs, les choses, mais maintenant il faut que vous mettiez, vous verrouillez un petit peu les écrous d'une certaine manière pour que tout soit aligné, puis qu'on soit dans la même direction, parce que si l'un il veut partir à droite, l'autre il veut partir à gauche, c'est clair ça va pas, mais c'est juste qu'il faut juste que tout le monde aille dans la même direction, et puis en fait tout peut aller pour le mieux. Et pour toi, si c'est le combattant qui est un peu son propre chef d'orchestre, et on a vu qu'il y a des combattants de l'UFC qui le faisaient, ça pour toi c'est quelque chose qui est viable, ou est-ce que c'est un peu potentiellement une pente hyper glissante de se dire c'est toi qui gères tout ça, qui devient ton propre coach? Redis voir ce que tu as dit. Tu vois, il y a des combattants qui deviennent leur propre head coach, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigent les spécialistes qu'il y a dans leur camp d'entraînement, etc. Pour toi, ça t'en penses quoi? Alors, d'une certaine manière, oui, mais non. Je pense qu'il ne faut pas devenir toi-même trop le chef, parce qu'en fait, c'est toi qui vas diriger l'entraînement. C'est toi qui vas te laisser aller, en fait, et les gens, ils oseront plus te dire quoi que ce soit. On a déjà vu avec des stars, moi j'ai beaucoup traîné avec par exemple Alistair Overeem, qui pour finir, ils payent tout le monde gracieusement quand ils viennent dans leur camp, etc. Donc ils peuvent rien dire en fait. Non, moi j'ai pas envie de faire ça, alors que les coachs ils sont là, c'est comme ça qu'on va gagner le combat. Non, moi je n'aime pas. Et puis c'est un petit peu la façon de faire qui a pas été. Je pense qu'au bout d'un moment t'es le king chez toi, et puis t'es de nouveau dans la complaisance. Et je pense que c'est un sport où tu as besoin en fait d'être dans le struggle, dans le dur, et puis c'est comme ça que tu progresses quoi. Il y a que dans la souffrance en fait qu'on trouve un petit peu le progrès quoi. Ouais. Que d'informations de terrain. Ouais, mais vraiment c'est stylé. Ouais. Et du coup, pour toi, Manu, par exemple, là... T'avais besoin d'être dans le struggle, toi? Non, moi, je struggle pas trop. C'est différents business. Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un avec toi qui peut prendre du recul pour toi. Mm-hmm. Parce que j'imagine que c'est pas toujours facile. C'est aussi, dans le moment du combat, c'est important d'avoir quelqu'un qui voit des trucs que toi, dans le combat, tu vois peut-être pas de l'extérieur. Ouais. Tu vois c'est super intéressant de t'écouter parler de tout ça, parce que... c'est ouf. Il y a différentes manières, il y a différents styles, il y a toujours, on sait que sur les arts martiaux, il y a toujours des trucs à apprendre, il y a toujours des moves pas que tu connais pas, mais des petits détails peut-être que toi tu fais pas de la bonne manière, et peut-être avoir des avis différents. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y avait Alistair Overeem, je me souviens aussi Vitor Belfort, qui était connu pour il allait littéralement faire tous les camps d'entraînement un peu partout, il était son propre boss, pour lui ça marchait. Après, non, je vais pas dire avec la TRT, ce serait vraiment un move d'enfoiré, parce que c'était pas ça qui a fait son succès. Oui, mais tu l'as quand même dit. Okay. C'est vrai, faut que j'arrête de faire ça. Insinué, ouais, je suis vraiment un bâtard. Ouais. Faut que j'arrête de faire ça. Non, c'est vraiment un move. Ce que je viens de faire, c'est un move. Je le dis pas, mais les auditeurs, vous l'avez bien. C'est vrai. Non, c'est une mauvaise habitude. Mais c'est plutôt rare. C'est vraiment les exceptions plus qu'autre chose. Et pour ce qui est aussi entre les rounds, en tant que combattant, là, le truc, c'est que je sais que littéralement, il y a autant de manières de parler à un combattant entre les rounds qu'il y a de combattants. Mais par exemple, pour toi, Volkan, entre les rounds, qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Est-ce que tu as besoin juste d'instructions où c'est émotionnel parce que vous avez déjà fait le game plan, vous savez déjà? Ou est-ce que tu as besoin de purs trucs techniques et froids? Tu as besoin de quoi, par exemple? Tu vois, comme tu dis, il y a autant de combattants qu'il y a de psychologie.
Chaque personne est différente. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, ce que j'ai travaillé, j'ai un petit peu appris avec le Action Type, ça s'appelle. J'avais parlé avec un coach, Guillaume Rivas, par exemple, de Nice, qui, lui, m'a expliqué un petit peu sa méthodologie. C'est pas, enfin, j'utilise pas ça, moi, pour de la mental training, mais vraiment pour de la... comment on appelle, de la stratégie de combat, en fait. Plusieurs personnes ont plusieurs façons de faire, chacun est différent, chacun réagit à un acte, à une parole, à un mouvement d'une manière différente, parce que chacun a sa propre psychologie, en fait. Et en fait, certains combattants vont réagir aussi différemment, donc on peut pas être avec quelqu'un qui est trop émotionnel, quelqu'un qui est trop cérébral, on peut pas lui parler de la même manière, parce qu'en fait, ils vont pas capter l'information de la même manière, en fait. Donc peut-être que Benoît, c'est quelqu'un qui vu qu'il est un guerrier, qui a un mental de malade, un ex de l'armée, un commando qui est dans le dur, peut-être que lui, il a besoin de motivational speaking, tu vois, par exemple, comme ses coachs, ils ont pu le dire au milieu du round, de se réveiller, ou je sais plus exactement ce qu'ils ont dit, ou il avait besoin, parce qu'il est peut-être plus cérébral, de tactico-tactique, de qu'est-ce que tu dois faire maintenant. Tu sais qu'il y a les mecs, des fois ils sont par terre, il y a les gens, lève-toi, mec, mais merci, lève-toi, comment je sais depuis avant, frérot, main droite sur tête gauche, sur la tête, pousser la tête à gauche, sortir les hanches à droite, dis-moi, attrape son poignet gauche, dis-moi les trucs. Toi, par exemple, sincères. ça pour toi, par exemple, c'est ce que tu préfères. Moi, j'ai besoin d'informations, parce que on a vu par exemple Nassourdine lever la tête. Non, Nassourdine ou pas Nassourdine, je crois que c'était Gomis. Gomis, mais Gomis, c'est une PlayStation avec Fernand, c'est un truc de fou. Voilà, il a levé la tête, tu vois, le mec il est en train de fighter. Il est où le coach? Ah, là-bas, j'en suis où là, mec, tu vois. Et en fait, lui il a besoin de ça. Il y a des personnes qui disent, mais fight, t'attends quoi là? T'es en train de te faire mettre, attends pas, maintenant faut se lever. Ah, fallait se lever tout de suite, oui. Vaut mieux tout. Il est en retard maintenant, je suis déjà debout. Il n'a pas besoin de trop d'informations, en fait, il a juste besoin de faire les choses. Ça dépend de la psychologie de chacun, en fait, c'est ce que j'essaie de dire, en fait, tout simplement. Ouais. Il y avait ce coach aux États-Unis qui avait une combattante, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui s'en était pris plein la gueule. Il y a 2-3 ans. Par rapport à sa manière de lui parler entre les rounds, il lui gueulait dessus, il l'insultait. Mais c'est leur relation. Ils se connaissent, ils savent que c'est ça peut-être qui va la faire bouger. Alors oui, quand tu as le micro au-dessus de toi et que ça passe à la télé, que les gens t'entendent, ça va choquer certaines personnes. Mais si c'est leur manière de bosser, si c'est ce qui marche pour elles, c'est dur de dire il abuse le mec. Tu vois, si c'est ce qui marche. Moi, je veux pas couper, mais ça me fait tellement rire. Moi, je rigole toujours avec mes amis. À un moment, à l'UFC à Vegas, ou je sais plus, aux États-Unis, il y avait un mec qui, entre le round, le mec, il lui fait « Rappelle-toi, quand on était sous Mushroom, le coup de pied retourné. » Il lui sort ça. On était morts. Non, c'est vraiment le truc, c'est ton coach, c'est ton poteau. Ils étaient sous Mushroom, ils étaient dans la grange, ils ont fait un coup de pied retourné. Les vieux cow-boys, je sais plus quoi, mec, franchement, c'était un truc de malade. Non, ça dépend en fait de la relation que tu as avec les gens, c'est clair, hein, mais c'est des choses comme ça. Un autre truc incroyable, c'était Mike Perry qui avait mis sa meuf ça c'était ouf. en coach. Ça Pareil. c'était ouf. Ouais, mais il était tout seul en plus avec elle. Ouais. Il a pris personne d'autre, il a pris sa meuf. Et il a gagné. Il a gagné contre Mickey Gall et en plus c'était Comme magnifique. Mais comme quoi. Et d'ailleurs à l'époque tout le monde se marrait parce que tous les fighters étaient en mode en fait je vais faire pareil quoi, je vais juste amener ma femme et puis tant pis. Mais c'est vrai tape-le. Mais c'était trop mignon. Et en plus, ce qui est pour finir sur cette parenthèse Mike Perry, c'est qu'en gros pendant le combat entre les rounds, elle lui disait évidemment des trucs qui n'avaient ni queue ni tête, mais c'était trop marrant parce que c'était Mike Perry qui l'encourageait en mode c'est vraiment génial ce que tu me dis, merci. Mais c'était vraiment mignon, mais bon ça ne marche. Ça fonctionne pour lui parce que psychologiquement ça lui apporte un plus. Il dit je vais prouver à tout le monde. Bien et puis sûr. En fait grâce à ça je dois gagner parce que j'ai mis ma femme en jeu, j'en sais rien. Je sais pas, c'est psychologique, ça peut marcher sur certaines personnes. En fait c'est pour ça que c'est délicat parce que il y a un monde où par exemple cette meuf là, je sais plus qui c'était, mais avec le coach qui vraiment l'insultait entre les rounds, oui ça avait fait un bad buzz parce qu'en plus pour le coup comme c'était un mec qui insultait une meuf, ça avait fait encore pire, etc. Visuellement, auditivement, tout le monde était un peu tombé sur lui. Mais c'est vrai que tu te dis si c'est ta manière de réagir, c'est littéralement de te faire traiter d'enculé ou un truc comme ça par ton coach, mais réveille-toi espèce de débile ou tout. Mais sauf que si c'est ça qui marche,
et qu'ils ne le font pas parce que il faut pas le dire et machin, ce serait quand même bad. Donc effectivement, littéralement, tout est possible dans les coins et il n'y a pas de truc qui est meilleur que l'autre. Et effectivement, typiquement, on ne sait pas si c'est le cas pour Benoît, mais peut-être que Benoît avait juste besoin effectivement d'encouragement émotionnel ou quoi, mais on ne sait pas. Ouais. Bon, il était mal en point. Hein. Il a c'est ça. vécu 5 minutes avec un triangle fermé sur lui en montée, une pluie de coudes, le visage déchiré. Il aurait peut-être même pas pu être suffisamment lucide pour enregistrer les consignes. Même, là, t'as plus envie de retourner quand t'es comme ça. Je veux dire, c'est fatigant parce que là, il a fallu pousser un mec qui est vraiment dur sur toi à te taper. C'est drainant. C'est drainant. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut pas, mec, en fait. Non, il faut y aller maintenant, c'est sûr. Et je pense aussi que peu importe qui est ton coach à ce moment-là, ça aurait été la même, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut même pas dire. Coach machin, coach truc, c'est juste que cette situation est merdique. Ouais, est-ce qu'on parle de ça parce qu'il a eu un changement de round et qu'en fait il serait resté de coach et il serait resté avec Warren, on n'en parlerait pas? C'est la question. Dans le sens, peut-être qu'on parle pour rien dire, hein, dans le sens, on pointe du doigt des gens alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Oui, c'est juste le résultat. Peut-être, on ne sait pas. Ouais. Mais je veux dire, s'il n'aurait jamais vécu le début du round, on ne parlerait pas forcément du coaching, mais peut-être de son niveau au sol. Peut-être, en fait, on pointe peut-être pas forcément de la meilleure façon. Mais je sais qu'il a un sol très bon, surtout le butterfly. Je me suis dit, son butterfly, c'était un petit peu c'est son jeu, sa façon de se relever aussi. Il a essayé une fois, il n'a pas réussi, il a repassé, il a remis une belle pression au Moïcano, et puis après, je ne me rappelle plus exactement de la fin. Mais il a vraiment verrouillé. Mais c'est parce que effectivement, et c'est là où c'est au sol. Moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce qu'effectivement, comme il avait réussi à retourner tous les mecs avant Moïcano et des bons, des Thiago Moises, des Matt Frevola, etc. J'étais vraiment curieux de savoir comment ça allait se passer. Et c'est Moïcano qui a effectivement expliqué que la fameuse butterfly, il l'avait surtaffé parce qu'il savait que c'était la manière de retourner, de sweeper, de s'échapper de Benoît et que du coup il était arrivé, mais il avait littéralement taffé quasiment que ça dans son camp d'entraînement et c'est vrai que ça s'est vu. Il l'a collé et il ne s'en est jamais sorti, Benoît. Ouais. Quoi. Une fois qu'il a fermé le body triangle, c'était même dur à regarder. Tu sentais qu'il n'y avait pas de solution, ou en tout cas que c'était... Non, c'est clair. Et donc, co-main event, les gars, un peu plus jovial, avec victoire de Nassourdine Imavov par décision unanime, gros comeback de Nassourdine, qui perd le premier round, et puis qui ensuite a montré à Brendan Allen, pardon, je veux dire Brian Battle, Brendan Allen, pourquoi il était 4e et Brendan Allen 8e. Donc, combat maîtrisé, ou vous étiez un peu... Bon. Ouais. Ça vous a fait peur, ou est-ce que vous étiez en confiance parce qu'il n'a jamais été vraiment en danger ? Alors on savait que s'il y avait une chance pour Brendan Allen de gagner, ce serait au sol. Mais après le premier round, en fait, tu te rends compte que il y a amené au sol, il y a contrôle, mais il n'y a pas trop de travail dessus. Et il n'y a pas eu trop de mise en risque de... Et pas de dommage, en fait. De Nassour et pas de dommage, donc bien sûr, après la fin du premier round, en tant que fan, tu dis, j'espère que il va pas avoir une amenée au sol similaire et ça va bloquer le combat. Parce que c'est chiant à regarder. 2, tu veux pas avoir un combat de Nassour comme ça, quoi. Ouais. Et surtout, tu prends un round de retard, et du coup, il y a le stress t'es obligé, si tu le finis pas, de gagner les deux, il n'y a plus le choix. C'est sur 3, donc bien sûr. Le premier, c'est pas comme ça, le deuxième... tu dois... t'as plus le choix après que de finir. Et puis là, grosse maîtrise, très bonne prise de distance de Nassour, gérait bien la distance, et très bonne défense de takedown où plusieurs fois il se retrouve dessus en fait. Incroyable Nassour, alors je savais qu'il avait une très bonne défense dans la cage. D'ailleurs les mecs de Fernand, ils ont tout, excuse-moi, les anciens mecs de Fernand, ceux qui ont été dans MMA Factory, ils ont tous une très bonne défense contre la cage, mais c'est vrai que même ces sprawls en open mat, etc., ils étaient incroyables. Nassour, il est très 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 fort par ça, le sprawl, il est rapide, il a été vraiment très bon. Moi j'ai eu un petit peu peur au début parce que Fight Week, j'ai parlé avec Brendan, il vient de mon ancienne team en Floride. J'ai parlé un petit peu avec les coachs, j'ai dit vous allez voir, ils vont être choqués, le public français il va être déçu, il est en forme, etc. Donc je me suis dit c'est vrai que Brendan peut-être s'il met Nassour au sol, il a un très bon étranglement arrière, peut-être quelque chose peut arriver. Et puis il a commencé le premier round, il lui a fait un body lock
slam, et là je me dis, ah ouais, c'est vrai que le body lock, on l'attend jamais vraiment. En plus, en open mat, c'est pas un takedown qui passe très souvent, donc c'est clair que dès qu'il est là, c'est peut-être compliqué à le voir venir. Et ensuite, il l'a maintenu. Je me suis dit, ah ouais, lui, il veut vraiment faire un combat long. Tu sais, il voulait un 5 rounds au début. Tu sais, il y avait un petit peu ce petit bad buzz là avec le 3 rounds, 5 rounds. Et je me suis dit, il veut vraiment un combat long, le fatiguer, Nassour, être au sol un petit peu emmerdant. Mais Nassour, dès le deuxième round, il n'a rien laissé faire. Il a vraiment laissé parler aussi sa boxe petit à petit. Et non, c'était une très, très belle maîtrise de Nas. Ouais. Bah, tout en contrôle. Et en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'a rassuré de fou, c'est que les premières secondes du combat, j'ai flippé parce que, en plus, visuellement, c'est con, mais visuellement, comme le slam, il est quand même relativement violent parce qu'il le met vraiment et boum, et ça s'éclate. Et du coup, on est en mode oula. Mais c'est vrai que là, on sent aussi que même pendant le premier round, Nassour était vraiment serein. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de le voir jamais en panique, alors que c'est quand même Brendan Allen, et qu'il y a des moments où il n'a pas été loin de prendre son dos. Il a même pris, je crois, à un moment donné d'ailleurs. À toute fin du premier round, c'est ça ? Ouais, je crois. Et pourtant, à aucun moment, Nassour n'a paniqué. Et non seulement ça, mais ce qui était cool, c'est qu'en conférence de presse, il a dit ensuite... Ça m'a saoulé parce que je voulais justement montrer que je ne crains pas Brendan Allen au sol et que j'ai peur de personne dans aucun domaine. Et c'est pour ça qu'il n'a même pas hésité et même qu'il a voulu y aller dans les rounds suivants, etc., en grappling et tout. Ouais. Et en fait, moi, c'est là où ça m'a rassuré de fou, c'est que, sérénité max. T'as perdu le premier round, tu sais qu'il faut obligatoirement soit que tu finisses, soit que tu gagnes les deux prochains. Même pas, il panique. Il arrive à prendre sa distance comme il faut et à commencer à prendre le rythme de Brendan Allen debout et à vraiment le taguer à répétition. Et il prend le contrôle du combat alors qu'il a un round de retard et que ça aurait pu être galère. En vrai, moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné parce qu'on sait qu'il est bon partout, Nassour, mais c'est ce côté mentalement, il est assis, quoi. Mais je pense que le fait que, comme tu dis, il a dominé aussi au sol, en top position, ça a aussi rendu l'image nette que, ok, le premier round, mais de toute façon, il ne s'est rien passé. Et même, malgré ça, au sol, Nassourdine, il lui met. Donc, en fait, je pense que ça a été un grand penchant dans la décision de tout le monde. Et puis, il n'avait pas peur d'être actif au sol. Alors que Brendan Allen, au premier round, lui, contrôlait, mais n'était pas super actif. Là, Nassour, non seulement il contrait les takedowns, il prenait le top, et en plus, il tapait dessus, quoi. Et c'est vrai que généralement, et vous nous dites si on se gourre, mais c'est que, un peu comme Khabib, la raison pour laquelle c'est vraiment un des GOAT, c'est que non seulement il contrôle les mecs au point où ils ne peuvent pas sortir et c'est étouffant, mais il arrive à suffisamment bien les contrôler techniquement pour trouver des ouvertures pour frapper, et donc ça veut dire qu'il est vraiment suffisamment à l'aise. Et là, Volkan, tu vas nous dire si on se gourre, mais c'est que si tu contrôles le gars mais que tu ne lui fais pas de dommages, généralement, ça veut dire que t'es pas forcément serein que si tu commences à créer de l'espace, que le mec va pas réussir à sortir, et donc tu te concentres uniquement sur le contrôle parce que tu flippes un peu qu'il se barre. En fait, plus t'es à l'aise, plus tu fais ce que tu veux, en fait, hein. C'est comme d'hab, hein. Je veux dire, on a vu des gens faire des bras de fer avec, en se grattant le nez, tu sais, et pas plus tard qu'il y a 30 minutes en arrière. Bon, ouais, moi je me suis fait éclater par Volkan, voilà. Et Manu, voilà. Bon. Non, c'est à la table en tout cas, mais je veux dire, dès qu'on est un petit peu à l'aise, on fait ce qu'on a envie, donc c'est clair que voilà, si on a un petit peu peur de faire quoi que ce soit, on serre la position, on laisse aucun espace se créer, et puis voilà. Ouais. Et du coup, ça vaut. ça va. Je pense que tout le monde a compris de qui on parle. Oui, on a compris, voilà, j'en ai marre de faire des vidéos à faire. Ça suffit, les humiliations. Il va bientôt arrêter le bras de fer. C'est fini, là, il a brûlé. Mais c'est comme les assurances, j'ai envie d'arrêter parce qu'en fait, d'un côté, c'est intéressant parce que du coup, tu fais des trucs trop cool avec les meilleurs dans leur domaine ou alors des gars plus solides que toi. Mais au bout d'un moment, je sais pas si on en parlait au début du podcast, mais c'est comme les rats de laboratoire. En fait, quand tu gagnes pas au moins 30% du temps, au bout d'un moment, en fait, tu déprimes et t'as envie d'arrêter tout. Je ne suis pas loin de vouloir arrêter le bras de fer tellement je me prends des saucés. Ton petit bout de sucre, hein, ouais, voilà, ouais. Donc, voilà. Mais oui, et donc pour revenir à Nassourdine, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, en plus, pour lui, là, il a vraiment prouvé qu'il y a une différence entre eux, et c'est trop stylé quand même, entre lui qui est top 5 et un gars qui est très bon, qui est top 10, il n'est pas là par hasard, mais il prouve qu'il y a une division d'écart. Moi, c'est ça qui me rassure de fou, c'est que là, on le savait déjà parce qu'il y avait le potentiel, mais faire ça à Brendan Allen, oui, moi je suis confiant de ouf que là, Nassour, il peut aller chercher la ceinture. Hein. Franchement, il m'a vraiment validé aussi cette pensée. Il y a le haut de la KT et il y a le bas de la KT.
Et on a beau être top 10, il y a le top 5, il y a le top 10, après il y a le top 15. On va dire, dès le top 15, il faut le rêve, en parenthèse, c'est de rentrer dans le top 10 déjà. Dans le top 10, maintenant, c'est d'aller chercher la ceinture, mais pour ça, il faut d'abord rentrer dans le top 5. Donc en fait, c'est quand même étape par étape, et là, je peux dire que Nassour, il a validé son statut de contenders. Et tu veux le voir contre qui, toi, Manu, maintenant? Mais moi, j'aimerais bien le voir pour le titre. Directement? J'aimerais bien le voir pour le titre, ou j'aimerais bien voir un rematch contre Strickland, parce que leur combat contre Strickland, c'était remplacement dernière minute. Ça devait être Gastelum. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est Strickland qui est arrivé de dernière minute. Non, c'est même s'il avait la condition physique et l'entraînement, là il combat un mec complètement différent. Du coup, c'est un game plan à travailler complètement différent. C'est beaucoup de changements quand même, tu vois. C'est beaucoup de stress aussi. Ouais, mais dans ce cas, Strickland, il n'avait pas de game plan du tout. Ouais, là, lui, il est arrivé. Donc bon, après, il y a Strickland, le problème, c'est qu'il a un style où il t'étouffe. En fait, ça ressemble à rien ce qu'il fait. C'est un petit peu comme Dricus en fait. C'est pas comme si tu peux te préparer contre des gens comme ça. Il fait faux, enfin dans le sens en soi, hein, il fait faux les choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut s'adapter. Et puis lui, c'est le genre, il te rend mauvais en fait. Ouais. T'as l'impression d'être mauvais dans ce que tu fais, alors qu'en fait, t'es clean, t'es technique, t'es joli à regarder. Et puis en fait. Nick Diaz faisait ça beaucoup aussi à l'époque. Oui, il t'impose un timing auquel tu n'as pas l'habitude, des enchaînements. Bizarre, c'est tout le temps en avance et sans des manières arrêt. de bouger, c'est ça, c'est infâme. Mais effectivement, on a vu Nassourdine qui commençait à la fin contre Strickland à se remettre bien et à choper son rythme et à choper sa manière de combattre, donc effectivement. Mais d'après ce que j'ai compris, de toute façon, Strickland, lui, c'est le prochain qui a le title shot, donc... Mais je crois que, moi je serais chaud pour un petit Adesanya en attendant. Adesanya, ce serait bien. Ouais. Nassour est chaud, puisque du coup, Khamzat et Robert Whittaker sont pris, Strickland et Dricus sont pris. En vrai, un petit Adesanya début d'année prochaine ou décembre. Ou même prendre le gagnant Khamzat Whittaker. Non, parce que pour moi, Whittaker, s'il gagne, il faut lui filer le title shot. Le gars, il a été sympa avec l'UFC pour prendre Ikram Aliskerov en short notice. Là, tu tapes Khamzat, c'est pour ça. Ouais. Dire, tu prends Nassour. C'était dur. Hein. Après, Nassour est top 4, mais c'est vrai que c'est dans le sens... Pour Whittaker, c'est chaud. Ouais, c'est ça, de reprendre des gars qui sont constamment derrière pour Whittaker, c'est vrai que ça... Ouais. Non, Whittaker, il les a ressentis, comme tu dis, Aliskerov, il l'a renvoyé d'où il était, quoi. Tu vois, moi, j'étais un peu avec les coachs à Khamzat. Je peux te dire qu'on a quand même eu le feeling... ils ont dit on a dodge a bullet, tu vois, on a esquivé une balle parce que là il était en forme, tu sais. Et puis Khamzat justement il avait eu des petits problèmes de santé de nouveau. C'est bon, est-ce qu'on fight pas? Bon, un problème de santé, non. Mais c'est vrai que dans ce cas on se dit on fight quand même, tu vois. Par exemple le Moïcano, il a l'épaule il y a 3 semaines, il s'est déplacé ou je sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme problème. Il a quand même fighté, main event, etc. Et tu vois, c'était le premier événement de l'UFC à Riyad, donc en Arabie Saoudite, qu'ils ont fait un deal tu vois, sur plusieurs années, ils ont mis de l'argent là-dedans. Et la star de l'événement, c'était pas Whittaker, c'était Khamzat. Donc l'événement était tourné sur lui. Donc pour dire non à ça, il a fallu aussi lui-même avoir des couilles en or, quoi. Et là, en fait, de dire non, là, ils se sont quand même dit, on a quand même, tu vois, on a quand même dodge a bullet, tu vois, parce que là, franchement, il avait l'air vraiment en forme. C'est pour ça qu'en octobre prochain, Khamzat Whittaker... c'est Whittaker qui a redemandé le combat. Toi, tu vois quoi? C'est Whittaker qui a redemandé le combat. Mais... non, mais ton analyse du coup du combat. C'est Whittaker qui a redemandé. Allez, personne parle français, Mais je suis un petit peu comme lui là. Moi je le vois plus parce qu'il s'entraîne plus en Suède. Il est reparti à Dubaï. Il était parti à Dubaï pour son camp d'entraînement, mais il avait ramené l'équipe. Les coachs. Donc les coachs, ils ont fait le truc. Après, il a eu ses problèmes de santé, voilà. Maintenant, il est reparti de Dubaï. Sans les coachs, il est reparti en Russie. Donc, je sais pas trop comment ça se passe, mais ça lui fait déjà 3 camps différents. Je sais pas, je peux pas vous dire la durée, mais en plus ou moins 1 an.
Je sais pas comment il s'entraîne, donc je sais pas son niveau. Là, on dit qu'il a des coachs, par exemple, il a une légende de la lutte qui l'entraîne, ainsi que d'autres personnes. Mais je sais pas vraiment du tout qu'est-ce qu'il va apporter un petit peu. Khamzat, il est très très fort, ça je peux vous le dire. Après, moi, l'aspect mental, ce qui m'a fait peur, c'est l'aspect mental du fait que c'est Whittaker qui le chasse. Ouais. Après avoir vu Whittaker son niveau, face à Ikram, qui a eu aussi un combat à l'époque, un combat assez dur contre Khamzat, mais c'était une très belle victoire de Khamzat. Donc voilà, faudra faire attention. Malgré ça, je pense que Khamzat, pour moi, c'est un des futurs champions. Donc maintenant, c'est un combat qui va être très regardé, c'est sûr. Et juste avant de continuer sur la carte de l'UFC Paris, et quand tu parles du coup des soucis de santé de Khamzat, en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on veut juste qu'il soit dans la cage et qu'il puisse combattre, parce que c'est ça maintenant, en fait, il y a même les codes de Paris qui sont en mode il se présentera pas, etc. Et pour toi, c'est parce qu'il s'entraînait trop dur, ou c'est les conséquences peut-être du Covid? On sait qu'il avait pris 1 an où c'était horrible pour lui. Pour toi, c'est quoi le problème? Il a eu un problème de poumon qui a été, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça partait pas. Il a eu des gros tests à faire, etc. Mais je pense que, comme il expliquait récemment, il avait fait une petite interview avec des sites russes. Il parlait de surentraînement, de choses comme ça. Et je sais qu'actuellement, ce que j'ai entendu, c'est qu'en Russie, il le laisse beaucoup plus maintenant se reposer aussi par la suite. Peut-être qu'ils font un peu plus de suivi avec le cœur, le recovery states et des choses comme ça. Donc à voir un petit peu ce que ça se passe. De toute manière, beaucoup de personnes dans ce sport-là s'entraînent beaucoup trop dur. C'est un sport très nouveau. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait été voir, moi ça m'avait toujours choqué. J'avais été voir, par exemple, plein de clubs différents. Mais par exemple, le club de hockey de ma ville, Fribourg, qui a quand même fait des championnats et gagnés, ils sont très forts. Hein. Mais c'est une petite ville, ils n'ont pas un budget de ouf. Ils avaient des analystes qui travaillaient là à temps plein avec des puces GPS dans leurs gants pour savoir à quel moment ils étaient sur la glace, par où ils sont passés, sur la gauche, sur la droite, avant de marquer un but contre l'autre qui était à droite et à gauche. Et puis, ils ont tant de pourcentage statistiquement, quand ils étaient à 60% sur la gauche, ils marquaient à 40% sur la droite, c'est mieux de pas, tu vois. Ils avaient des gens à temps plein qui faisaient des choses, ils avaient les recovery methods, tu vois, des devices. Et pourtant, c'est du hockey suisse, tu vois. Et là, des sports encore comme ça, il y a de l'argent dedans, on va dire, mais des sports comme ça, il y a des gens, ils s'entraînent encore à la one again, et puis ils font des entraînements n'importe comment. Et ils n'utilisent pas tout ce qui existe actuellement avec l'évolution de la technologie. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est quand même assez en retard. Ouais. Bon. Et donc si on descend sur la carte... Eh oui, William Gomis, décision partagée contre Brito. Déjà pour vous, est-ce que William méritait de gagner? Je n'étais pas confiant du tout, alors moi j'ai pas trouvé. Parce qu'il y a eu l'application Verdict, en gros ça permet aux gens de noter eux-mêmes, et selon donc, les utilisateurs de Verdict, ils voyaient une victoire de Brito. Ok. Voilà. Moi j'étais plutôt 2 rounds à 1 en faveur de Brito. Mais moi moi le problème c'est que je regarde toujours les combats avec le cœur, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis peut-être pas le mieux placé toujours pour... Moi je vois Gomis gagner 2-1, mais pareil, j'étais pas confiant non plus. Mais de toute façon, après, parce que, pour le coup, je vais ne servir à rien, puisque j'étais en salle de conférence de presse, j'étais en train de monter mon truc, je l'ai pas bien vu non plus. Mais en fait, j'ai envie de dire... Ce n'est pas l'essentiel. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est même pas... Non, mais c'est même pas on est tous contents, hein, j'imagine. Bien sûr, on est tous contents, bien sûr. C'est même pas ça, mais en fait, c'est pour moi, le truc qui est le plus rassurant, c'est même pas... On se demande lequel des deux a gagné. Donc déjà, ça veut dire que William Gomis est au même niveau, parce qu'on se demande lequel a pris la victoire, qu'un mec comme Brito. Pour moi, rien que ça... Moi c'est pire que ça, parce que quand l'annonceur a dit... Le juge, avec le nom a dit ça, j'ai compris que c'était un split decision. Sinon, il dit 3 juges disent... Tu vois. Donc quand il commence à dire simplement le juge il a donné 29, 28 ou je sais pas combien c'était quoi les records, je me dis c'est le split. Donc déjà j'ai eu un premier choc. Alors il commence par l'un, il y aura le deuxième et après il y aura qui gagne. Donc on attend le troisième évidemment. Et là je me suis dit vraiment mais c'est vraiment une split. Et là quand j'ai entendu Gomis, moi ça m'a quand même je dis ouais.
Je me suis tourné vers mon ami et j'ai dit, ah ben moi, en tout cas, stylé parce que il est chez lui, etc. Mais j'étais vraiment, déjà, je pensais avoir une décision unanime. Ok, donc t'étais En surpris sa de... défaveur, ouais. Ok. Ouais, pareil. Ouais. Pareil, mais et comme je suis un peu comme toi, c'est pas si grave que ça, parce que, à mon sens, il y a la décision des juges maison, mais il perd le combat, mais c'est pas... Enfin, il perd le combat dans le sens... Les moments où il a perdu, ou le round qu'il a perdu pour les juges, tu prends pas beaucoup de dommages non plus, et c'est rassurant, parce qu'au sol, il faisait ce que Fernand lui disait, et il y avait jamais de moment où on était en mode « Oh putain, là, il est en train de se faire C'est rouler là où dessus. on parlait d'avant, Gomis, il regardait Fernand et Ouais. il n'était pas en stress en fait. C'est ça, il était exactement. là en stress. J'ai remarqué qu'il était très calme dans ses yeux. Il n'y avait pas la respiration saccadée, tu vois, un peu ce mood-là. Donc en fait, je pense que c'est vrai que c'était aussi peut-être assez calculé. Ben oui, donc tu perds mais un 19 pour ce round-là, mais voilà, tu prends pas beaucoup de dommages. Debout, bah, t'arrives à rivaliser avec lui, et donc au final, t'as cette décision-là, et je trouve que c'est vraiment rassurant pour la suite. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les domaines, il a prouvé qu'il faisait jeu égal avec un mec comme Brito. Parce que qui est- Brito, très très dur quand même. Oh comme là client. là 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 là. Très très dur. Dès la Bah. pesée, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, oh lui, il est fort. Moi, on l'a rencontré au Five Guys le soir de la pesée. Et c'est marrant parce que Ah, j'étais c'est ce avec... genre de type quoi. Ouais, non, j'étais avec Kéké et Kéké il me dit mais du coup après la pesée ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Je dis bah non, je pense que ils doivent quand même faire attention à ce qu'ils mangent parce que bah après En arrière-plan, t'as le mec tu qui vois, s'empiffre des burgers. après cette sèche tu peux pas non plus mettre n'importe quoi dans ton corps qui va te niquer le corps et après le lendemain t'es pas bien, tu vois. Et là on arrive et t'as Brito avec sa team burger, frites, milkshake. Je me disais ah merde, bah peut-être que j'ai tort finalement. Bah, c'est ce que disait Clément Marcoux, c'est que théoriquement, normalement, si tu veux optimiser, t'es pas trop censé faire ça. En gros, généralement, ce qui est dit, et tu m'arrêtes si je me gourre, Volcan, mais c'est qu'en fait, si tu prends des trucs mais ultra hardcore, des McFlurry, des glaces, des burgers, etc., alors que du coup, t'as fait attention à ton alimentation pendant les 2-3 mois avant, c'est un nid à merde apparemment sur en gros tout ce qui est flore intestinale, tout ce que ça peut te causer sur les 48 heures suivantes. Après, visiblement, du coup, il avait l'habitude, parce que bon... Je pense que c'est ça aussi. Il y a cette vague de personnes qui disent. Dans le Jiu-Jitsu, il y a une vidéo il y a un petit highlight de plusieurs personnes, mais c'est que des champions. C'est Gordon Ryan, etc. qui disent qu'ils mangent des McDo, des machins, et puis ils sont tous très bons. Après, le Jiu-Jitsu, ce type de Jiu-Jitsu-là, il est assez monde anabolisant. Mais on trouve si c'est Gordon Ryan? Non. si c'est ça qui doit dicter le fait que c'est que toi t'as un problème, quoi. Je veux dire, il y a autre chose. Et c'est, en parlant, c'est pas Michael Jordan, je sais plus qui disait, mais donne des exemples. C'est pas eux qui font attention forcément à ce qu'ils mangent. C'est pas ça qui va leur changer les trucs. Et si t'as besoin de te soucier de ça, c'est que t'es pas assez fort. En gros, c'était un petit peu leur image, enfin leur manière de voir message, les je veux dire. choses, ouais. Et puis, peut-être on peut voir là-dedans. Donc, tant qu'il a plaisir et que comme ça, il se sent peut-être bien dans sa tête. Et puis, c'est ce qu'il faut, en fait. Mais en tout cas, effectivement, il était flippant de ouf, Brito, et c'est un mec qui était sur des, je crois, 5 finishes d'affilée, il avait battu Diego Lopez, et là, bah voilà, Williams présente en mode, bah t'inquiète, je suis au même niveau, et il y a bagarre dans tous les domaines, quoi. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est vraiment avec cette victoire que tu peux call out Diego Lopez? Non, tu peux Bah oui, mais pour moi, c'est quand même bien de l'avoir fait, dans le sens où... Ça fait parler de toi. Ça fait parler. Et ça lance un historique. De ouf. Ça lance un historique, ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est là, il a montré Parce que qu'il regarde, avait confiance. Benoît, il avait call out Poirier, entre autres. Mais oui. Depuis le début. Ça s'est oui. fait, quoi. Puis surtout que t'es dans un truc où t'es dans un truc où ça peut arriver assez vite, parce que selon toute vraisemblance, Diego Lopez, là, il est 3e. Il va affronter Volkanovski. Je pense qu'il va perdre contre Volkanovski. Wow. Même si entre-temps il a un combat, il gagne. Donc là, normalement, il va peut-être faire son entrée dans le top 15. Tu vois, ils te mettent un mec, t'es top 10. Lopez qui vient de perdre, tu vois, ils peuvent très bien se retrouver au milieu. Il les est deux. aussi remplaçant pour Topuria Topuria Holloway. Holloway, ouais. Remplaçant pour Lopez. Topuria. Ouais. Ah non, l'UFC, il l'aime bien. Lopez Ouais. Lopez, il est Ah, pas remplaçant. Non. Non. Ah non, alors sérieusement. Ils ont mis Lopez remplaçant pour Topuria. Et c'est dans combien de semaines 3. C'est le Ouais. 26 octobre. 3 semaines et il est ici. Ok. Ouais. Ça va bien vite. Bah après, je pense que c'est un remplacement comme quand il y avait Gamrot qui était remplaçant de... C'était Islam Makhachev, Charles Oliveira, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Mais bon, Donc- si tu dois fighter, tu dois fighter. Hein. Oui, T'es pas en train de manger des croissants à Paris, là.
Enfin. Et puis on avance avec, bah là, ouais, ça fait un peu chier. Hein. Brian Battle contre Kevin Jousset. On savait que la marche, c'était une marche importante pour lui. C'était un des combats avec Gomis Brito. On se disait, c'était sur le papier. En tout cas, ça allait être assez chaud. Et c'est vrai que le volume et la boxe de Brian Battle. Bien sûr. Battle qui avait gagné pour ceux qui ne savent pas, qui avait gagné le TUF, qui avait une bonne série de combats à l'UFC depuis le TUF, donc un gros client. Donc on savait que ça allait pas être facile non plus. Moi j'étais surpris parce que Kevin a vraiment gardé le combat debout. Et je pensais pas qu'il allait autant essayer de faire du stand-up contre... Après, pour moi, j'étais justement curieux parce que pour moi, c'est debout, City Kickboxing oblige, etc. Ouais. Peut-être qu'il avait effectivement un avantage. Bon, bah, du coup, il était plus puissant visiblement. Et puis, effectivement, debout, il est mieux arrivé à trouver ses ouvertures Brian Battle. Je l'ai trouvé très figé, Kevin, sur son stand-up. Ils sont comme ça là-bas, City Kickboxing. Ils ont beaucoup de feintes, ils ont quand même peu de mouvements de tête, mais tout part de la hanche, des épaules, des bras, un petit peu avec les feintes, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont très droits. Par contre, moi, la raison peut-être pour moi, c'était que le fait qu'il aille chercher le clinch très rapidement, Brian. D'ailleurs, Kevin a essayé de faire un judo throw, mais il a été contré de nouveau. Il a été très, très, très solide au niveau du grip. Acéré, peut-être ça a un petit peu fatigué aussi Kevin, peut-être les mains, etc. Donc voilà. Mais Kevin a touché avec quelques crochets, Le 1-2 marchait bien. Ouais, le 1-2 marchait très bien aussi. Et puis par contre, il avait quand même les mains lourdes aussi, Brian. Moi, je me rappelle qu'il parlait, après son combat contre Ange, qu'il avait fait énormément de préparation physique. Je crois qu'il parlait qu'il faisait jusqu'à 5 fois par semaine et que ça avait beaucoup changé dans son jeu ou des choses comme ça, quelque chose. Et ça, c'était lors du combat contre Ange. Et quand le combat contre Ange, je l'ai trouvé aussi très, très, très physique. Ange est déjà quelqu'un de plus petite taille aussi. Et puis lui, il était déjà très... Tu vois, donc il avait une certaine prestance. Enfin, il était imposant. Et là, quand je l'ai vu, justement... grind Kevin contre la cage, je me suis dit, ça m'a rappelé sa partie de préparation physique et je me suis dit, est-ce qu'il va tenir aussi avec ce rythme et cette force, parce que vraiment il serrait Kevin, et Kevin qui justement est normalement quelqu'un du judo, donc qui va plus aimer, je pense, le haut du corps et les accrochages de cette manière-là. Il n'a pas été capable de s'en sortir. Bah ouais, c'était assez... Et puis en plus, ce qui fait chier, c'est que Brian Battle, ensuite, qui pourrit le public français avec double doigt d'honneur. Le public qui pourrit Battle qui répond au public français. En vrai, on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. Ça fait juste chier. Quand tu rentres et puis t'es contre un Français, les gars, on sait à quoi s'y attendre. Je veux dire, ils savent qu'ils vont être hués. Par contre, lui, il le demandait. Alors moi, j'ai dit à côté de moi, là, j'ai dit, mais moi, je vais même pas le huer parce qu'en fait, il attend que ça. Et j'ai pas envie lui, il est content quand on le hue parce qu'il prend de la force de cette manière-là, tu vois. Certaines personnes qui vont être peut-être plus introvertes ou je sais pas quoi, ils vont se dire on me hue, je suis pas à l'aise. Et lui, il attendait que ça pour se gonfler de force. Donc en fait, il fallait pas forcément le huer, peut-être, tu vois, un peu l'applaudir. Moi, je ne hue jamais. Jamais. Je sais que jamais de ma vie je rentrerai dans cette cage. Et le fait que les mecs juste aient les couilles de rentrer dans cette cage, j'ai beaucoup trop de respect pour huer même le combat le plus chiant de la terre. C'est par respect parce que je sais que même ce combat chiant, je le ferai pas. Et ben, je ne hue absolument jamais. Je peux être déçu d'un combat, je peux être déçu des combattants, je peux en parler après, mais par contre, huer, je ne le fais jamais. Mais pour le coup, c'était quand même stylé, c'est vrai, parce que même quand il est arrivé dans la cage, il était stylé, le bâtard. Mais c'est un peu comme l'Irlandais qui avait affronté Taylor l'année dernière. Quand il est sorti le fuck depuis le Toulon en bas. Il était fort. Avec sa tête toute carrée, le menton qu'il avait, lui. Un Lego. Pitbull.
Mais après, par contre, Battle sur la sortie, il a pris cher. Les gens, ils lui ont craché dessus. Sérieux Ils jetaient des bouteilles et tout. Ouais, ça, c'est pas... Et tu sentais qu'en plus, c'était le crachat, vraiment, les gars, tu vois, ils étaient... Ils ont attendu, hein. Voilà, attends, il Ils arrive avaient dans 30 commencé au secondes. deuxième il arrive. round. Au deuxième round, ils étaient déjà là. Sur le passage, là, c'était... Oh, lui, Ah jetait les verres et merde. tout. Ah, ça, ouais, c'est pas cool. Putain, les Français, vous déconnez. Ouais, c'est parce que pour le coup, on l'a tellement, on les a tellement call out les Brésiliens là-dessus. Bien sûr. Sur, Ouais. ils jettent des bières, ils crachent et tout. Bon, bah maintenant, on fait la même chose. En fait. Oui, nous Bon. sommes un dépotoir aussi. Oui. Super. On avance, messieurs, avec Morgan Charrière. 3 combats pour lui, 3 bonus à l'UFC. Le Ah taf oui, est 3 fait. bonus. Ouais, Ouais, 3 bonus, ouais. Il a fait KO, puis combat de la soirée lors de sa défaite en début d'année, et puis là, à nouveau KO, Quand performance même, de la soirée. son dernier combat, il l'avait perdu. Oui, c'était serré. C'était très serré. Mais il avait fait combat de la soirée. Il avait fait combat, du mois ex aequo avec Geddy Holloway, quand même. Le même mois. Ouais. Quand on est là, Donc, Ouais. quand tu vois Geddy Holloway... Non, son combat était exceptionnel. ouais, Et là, il arrive, il revient en force. ouais. Et là... Bah, de toute façon, c'est ça qui est bien. Il le sait, le public le sait, l'UFC le sait. Quand il y a Morgan Charrière sur un combat, ça va être une dinguerie. Bah, c'est mec, cool me que donne ça la reste chair comme de ça. poule juste de parler Mais de non, ce... mais- Non, et puis pour le coup, ce qui était rassurant avec cette performance, il en avait parlé, c'est justement comment faire pour, à chaque fois, il va à la décision, il perd. Donc comment faire ses ajustements, et le premier round est très serré entre les deux, tu vois. Et j'avais un peu peur de me dire, au deuxième, est-ce qu'il va faire des erreurs? Non. Il reste hyper calme, et l'opportunité est venue, il a réussi à le sécher comme ça. Et d'autant plus que, je sais plus s'il l'a dit en juste après dans la post-fight interview ou pas, mais c'était cool parce qu'en plus c'était quelque chose sur lequel ils avaient vraiment travaillé apparemment dans les moments de chaos, les espèces de Ouais. moments entre le clinch et ça se remet machin. Génial. Ouais. Moi, ce KO, je l'ai adoré. Déjà, accroché gauche, mais surtout le fait que ce soit une sortie de clinch, une sortie de, tu vois, de scramble. Ça, c'est pour moi, c'est le timing parfait. C'est de la... C'est savoir s'en sortir comme tu dis, dans le désordre, dans le chaos et arriver à devenir meilleur dans cette situation-là. Et c'est tellement pur MMA de se dire, t'es vraiment entre. C'est même pas genre tu fais de la lutte, tu fais du sol. C'est entre ces domaines de combat, t'arrives à trouver En des pleine ouvertures. transition. Ouais. Mais ouais. Ouais, Et ça, super. c'est. C'est À chaque fois, moi, j'ai des flashbacks de Dan Henderson contre Shogun Rua. Ouais, bien sûr. Bon, ouais. mais voilà. Mais effectivement, c'est ça qui est fort aussi, c'est que il maîtrise vraiment ces domaines-là où c'est un peu le plus compliqué de jauger, quoi. Mais donc non, ça fait plaisir pour Et puis la Marseillaise aussi. Et c'est avec ça. Morgan après, fort. Et tout. En fait, c'est pour ça, il a vraiment le full package de tu sais que ça va être la folie sportivement dans la cage et que ça va être spectaculaire. Et il y a le côté charismatique, il a tout le public Il a qui la sait gueule, jouer il a la avec. gueule. Ouais. Il a le style. Ouais. C'est déjà un des favoris des fans français. Ils le connaissent énormément. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Pour moi, personnellement, il y a 2 personnes que je trouve les plus stylées, mais il y en a une, c'est la boxe anglaise. Il y a Morgan, juste en termes de style visuel. Morgan Et et Manu. C'est pas faux. C'est pas faux. surtout avec ce t-shirt. On a un peu, bien sûr. On représente ou pas? Voilà. Mais C'est qui le et le deuxième pour moi, mais c'est Bakary Ah, Samake. c'était pas moi. Je- Ok, merci beaucoup. Je kiffe le style de Bakary Samake. Ah oui. Visuellement, je suis. Ouais, c'est un cogneur, quoi. Ouais. T'es dans le top 3, Volcan. T'es dans le top Merci 3. beaucoup, ouais, j'attends. Moi, moi, là, je On a tous mon parlais en t-shirt, termes mais de ça. personne. mais- Ah, c'est dégueulasse. T'as vu comment ils reçoivent ces mecs-là? J'attends toujours mon livre, d'ailleurs. Mais on t'a envoyé le livre. Merci. Ça suffit. C'est ça, ouais. Non, c'est une Ça s'est honte. perdu. C'est une honte. Ça a été gardé par Fred. Oui, méfie-toi de ton meilleur ami Oui. quand même. hein. Oui, c'est en plus ton manager, donc attention. Ouais, moi, on m'a dit des petites histoires, c'était pas très Non, net. il voulait garder mon article un petit peu dans sa chambre. c'est pour ça. Et donc, par contre, la révélation de la soirée, en tout cas pour le grand public et où ça fait plaisir, vraiment, je suis très content pour lui. Ça faisait longtemps qu'il était à l'UFC. C'était même, je pense, sur la carte, celui qui était à l'UFC depuis le plus longtemps de tous ceux qui étaient présents. C'est Fares Ziam, premier KO. Et quel KO! En plus, face à Matt Frevola, dans un combat où c'est vrai que c'était peut-être le combat où quand il y avait un étranger, le public était pas, je vais pas dire partagé, mais Frevola, il y a pas mal de gens qui l'appréciaient aussi. Et franchement, il a fait une super perf, parce que même avant le KO, là, les gens qui pouvaient critiquer Fares, son grappling et tout, qu'est-ce qui se passe là en fait?
Wow, damn. Incroyable. Ouais. Ah non, mais moi j'étais trop Mais tout content. était Même clean. qu'à la fin il fait bah les gars, taisez, mais il a Ouais. tellement Non, mais raison. tout Ouais. était Tellement clean. raison. Sa boxe était clean. Tout était clean, quoi. Et engagé de ouf, effectivement. Énorme combat où il va au charbon comme jamais. Oui, où il attitude domine. différente aussi. Attitude de ouf. Parce qu'avant il était vraiment dans la gestion. Là tu sentais qu'il était. Ouais. Et en plus, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Et ça, c'était vraiment intéressant. Quelqu'un lui a posé la question de les haters, justement, est-ce que ça t'a fait un impact émotionnel et tout? Et il était en mode, bah oui. Et les premiers combats que j'ai fait à l'UFC, justement parce qu'il y avait toute cette pression et les gens, etc., j'étais en mode, bon, je vais assurer la victoire. Et je vais vraiment me concentrer que sur gagner, c'est pas grave comment, machin. Et en gros, là, il était en mode, bah là, c'est la première fois où je me suis dit, bon, on s'en fout de ce que les gens vont penser, je combats juste, oui, pour gagner, mais sans cette pression de absolument par la porte ou par la fenêtre, même si c'est machin. Et donc, il avait plus aucune pression de quoi que ce soit, et ça a donné le Fares qu'on a vu ce soir-là, et ça, c'est quand même archi stylé. Ouais. Ouais, et le finish, parce que on voit qu'il mène, on voit qu'il est bien. Ce coup de genou de l'enfer, carrément. D'une violence. Il a envoyé. Mais ça, pareil, hein, c'était en transition aussi. Pareil, c'était vraiment incroyable. Il passe pile poil sur la pointe du menton et encore plus loin. Il le monte très haut, son genou. Ah ouais. Encore plus loin et ensuite le gauche-droite au sol. Ouais. Oui. Et ouais, par contre, ça fait flipper pour Frévola qui est resté de longues minutes. Ouais. Petite ambiance cimetière à la fin. Oui. Ouais, c'était une mauvaise ambiance, mais On a applaudi un peu, mais au bout d'un moment, bon, on arrête d'applaudir. Oui, parce que tu commences à... Comme ça, un mec par tu terre. te demandes si le mec est dans le coma. tu commences à te dire merde. Il se relève. Voilà, tu sais que l'UFC, ils ont envoyé la pub là. Hein. Il n'y avait pas de caméra sur Frévola, c'est sûr. Bah, il y a eu c'était le chaos il y a pas longtemps qu'il y a eu c'était au karaté combat où c'était Mike Swick, James Vick, pardon, qui est resté 2 jours dans le coma après le chaos. Wow. Ah, c'est sérieux? Ouais. Ouais. Ah non, ça je savais même. Et là, ils veulent vraiment qu'il arrête. Parce que Ouais. c'est ce qu'il disait le président. James Vick était après. Bon, alors je reviens quand? Ouais. Il dit, lui, bon, c'est arrêté. Direction Ouais. BKFC. Même pas. Et là, faut arrêter. En plus, hein. Parce que ils déjà, prennent même tout le à monde. l'UFC, là, Ouais. il voulait arrêter parce qu'il avait perdu contre. C'était quoi? KO contre Gaethje. Enfin, il avait pris beaucoup de KO Ouais. d'espace. Ouais, des énormes chaos d'affilée. Et en fait, et c'est surtout là le côté. En fait, là, quand t'es un promoteur, là, il a pris un KO, il est resté 2 jours dans le coma. En fait, si t'es promoteur de quel que soit l'organe, tu te dis, en fait, c'est une roulette russe où il peut mourir chez moi, en fait. Ouais. Donc, bon, un peu moyen pour l'ambiance, quoi. Ouais, même le fait de le signer une fois que ça se sait. Ouais, c'est ça. C'est ça, C'est c'est pas ça. sérieux comme promotion. D'autant plus qu'au BKFC, il y a déjà eu un mort. Ouais. Donc, bon. On Ouais. apprenait des choses aujourd'hui. Pas bon, là. Mais bon, il y a Connor qui doit être Il y a là. 3 ans. Connor qui doit ouvrir sa canette. Allez, on le prend. Mais oui, non, il y a un mec qui était mort. En fait, c'était un énorme mismatch. Et un boxeur d'expérience qui avait affronté un gars qui était vraiment pas du tout au niveau pour que ça fasse un highlight. Et en fait, le mec était mort. Ah, ça avait calmé salement. Ça avait calmé tout le monde. Et oui, vous avez un impératif ou pas? Parce que Pardon? vous avez un impératif temporel? Non, je crois pas. 20h aujourd'hui. c'est bon. 20h? 20h, on a l'avion. Bah après, là, de toute façon, lentement mais sûrement, on arrive au bout de la carte parce qu'il y a eu Oumar aussi qui nous a sorti une sacrée peur. Oui. Oumar, il a assuré. Oumar, tu vois, moi, il m'a aidé dans ma préparation mon dernier combat. Il est venu en Suède, et il était une grande tête, c'est quelqu'un qui a beaucoup offert de sa personne pour mon camp d'entraînement. Alors malheureusement, là, il a été s'entraîner aux États-Unis, donc j'ai pas pu le suivre non plus. Et Titi, ouais. Par contre, il a eu un gros combat. Moi, j'aurais espéré avoir plus de scènes de sol parce que Oumar, son sol, il est fabuleux, il est incroyable. Mais il a pu gagner, je pense, une expérience incroyable maintenant en pied-point grâce à ces 3 rounds. Il a vécu maintenant la dureté, la longueur d'un combat UFC, puis l'adversité aussi. Et grâce à ça, malgré ça, évidemment, en partant vers le devant, tu vois, on a eu peur. Moi, je l'ai vu ramasser 1 ou 2 patates qui ne l'ont pas vraiment fait des dégâts, je pense. Mais c'est des choses qui peuvent, tu vois, être game changer. Et malgré tout ça, il a vraiment géré son combat complètement et pris le public aussi d'affection. En plus, il y avait les 2 meilleures entrées parce que Oumar qui est entré sur Dolce Camara ouais. de Luba, Vraiment bien kiffé. et Davon Jones qui est entré sur
The Who du métal mongol. Voilà. Wolf Totem, je crois. Exactement. C'est vrai C'était Wolf Totem, Alexis? C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, là, je vous C'est conseille. vrai, sa zone d'entrée, elle était aussi. Ah, ouais. c'est- Ah non, les deux très stylés. Donc ouais, et Manu, Oumar, quel kiff. mais à quel Tu sais que moi, ça faisait un moment, même dans les Ground and Pound, même avant l'UFC, ça faisait un moment que je disais Oumar T'as vu Sy. comme il fait le connaisseur là? C'est vrai. Non, Oumar Sy, c'est un des mecs dont je parlais bien avant qu'il rentre dans l'UFC. Je disais, mais moi, voilà, on a besoin de ce mec-là dans les light heavyweight pour faire du bien aussi, tu vois. Et le mec, en plus, c'est un super gars. Je l'ai rencontré hier soir au Pullman. On a un peu discuté ensemble. Il s'est blessé à la cheville, donc il était un peu sur béquille, mais il a fait ce qu'il fallait contre un adversaire super dangereux qui avait 13 KO au premier round en victoire, qui, bon là, était sur une pente descendante, 3 défaites d'affilée, mais du coup, très dangereux. Parce que le mec, il sait que s'il veut rester à l'UFC, il faut absolument gagner ce combat. Et puis, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait comme il fallait et il gagne le combat, quoi. Tu penses qu'il peut aller jusqu'où, toi? Il est top 10, il est niveau top 10 Oumar, ouais. Après, c'est toujours une question maintenant de mental, d'adversité aussi. Parce que c'est comme d'habitude, on a vu UFC Paris 1 où on a eu une victoire totale, il me semble, des Français. UFC Paris 2 où il y a eu trois premières défaites, et là ça a été un peu plus mitigé de nouveau. Mais le niveau augmente. Les gens de la catégorie progressent, on leur donne des challenges de plus en plus durs, et en fait ça équivaut dans les statistiques, hein. Bien sûr les choses changent, mais c'est vrai que comme on parlait pour Nassour, il y a une différence maintenant entre le top 5 et le top 10. C'est pareil maintenant, une fois qu'on monte dans les rangs, on prend aussi un adversaire de plus en plus dur. Peut-être UFC Paris 1, on donne des combats peut-être plus avantageux pour les Français, parce que maintenant on veut lancer l'UFC France, et ensuite après on a vu que voilà, donc on équilibre un peu le tout, puis là maintenant tout le monde a pris du niveau, Morgan il a 3 combats à l'UFC, Nassourdine il en a plein, et puis les choses, maintenant il faut donner un petit peu plus de niveau, c'est sûr. En plus, moi, ce que j'ai surkiffé, et avant de passer à la suite, mais l'attitude de Oumar, mais qu'est-ce que je kiffe! Arrivé déter, mais vraiment en mode charbon, boum, ça part, il y a le protège dans la France et tout, ça lève les bras en mode je suis déjà présent, de toute façon c'est à moi. Qu'est-ce qu'il est stylé! Non, à la fin, il a la gueule de l'emploi, dans le sens, il a une aura, c'est un beau gosse, tu vois, il représente un petit peu le truc correctement, Et puis, quelle intensité. Et puis bon... Attends, juste, Vas-y. Coco, est-ce que tu peux juste aller vérifier, parce que vu qu'elle est sur batterie, Non, c'est bon, elle est c'est en 4K ou c'est du 80? 4K, je crois. Parce que si c'est 4K, j'ai un peu peur pour la batterie. J'ai un peu peur. 13%. Ouais, tu vois. Regarde, regarde. Ça va. Je gère. Vas-y, c'est comme ça, on change vite fait. J'étais dessus. Non, ça va, Je tranquille. vois que j'ai rien compris ce qui s'est passé, mais je vois que le rythme cardiaque il a augmenté. Ça va, mais c'est l'habitude. Quand t'as fait des interviews où tu t'es gouré, t'as mis le truc de micro dans la mauvaise machine, c'est ce que j'avais fait avec Morgan Charrière, que t'oublies de regarder la batterie et machin, maintenant tu balises sur tout. Il me semble avec moi, t'avais fait ça une fois. C'est fort possible. Tu sais que moi j'avais fait une scène pour Rocco avec 12 filles. Et il venait juste d'acheter un nouveau micro. Et on fait la scène toute la journée, un truc de ouf. Et on va au resto le soir et il veut regarder et il se rend compte qu'il n'avait pas allumé le micro comme il fallait. Et du coup, toute la scène, 0 son. Oh mon pauvre. Obligé de refaire. Oh mon pauvre. Obligé de refaire. Tu te rends compte? C'est très dur. C'est vraiment. C'est très très dur. Vraiment, Maintenant ça paraît fun comme ça, mais c'est très long et il y a un moment où ça devient plus fun. Il y a un moment où c'est plus trop fun, ouais. J'ai entendu ça. Une semaine horrible. Ouais. Il y a un moment où tu te dis merde. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Et là, la recovery, c'est comme après un fight. Je te jure. Non, mais pour de vrai, tu sais, parce que quand ça dure trop longtemps, t'as ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, mais les couilles bleues. Et quand t'as les couilles bleues... Vraiment, elles sont bleues. Ah ouais, le moindre mouvement, pas la couleur bleue. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça s'appelle les couilles bleues, mais c'est douloureux en fait. Okay. Et le seul truc qui va... Non, mais peut-être à un certain niveau, Le seul truc qui va te permettre de récupérer, c'est de lâcher le truc et après d'aller te reposer, quoi. Mais raide.
Bah ouais, c'est... Ouais, on a cas de tous dire. nos petits problèmes. On a tous nos petits problèmes, bien sûr, ouais, bah oui, ouais. Ouais. Difficile. Enfin, Donc, si, bah, la transition parfaite, on va parler de Taylor Lapillus. Oh, comment il se moque. Mais non, mais ça, c'est... Pourquoi transition parfaite? Mais non, c'est pour ça, c'était la vanne. C'est pas ça. Ah, parce que je pensais que t'allais faire double impact, double peiné, un truc. Ah non, oui. Waouh. Oui. T'as vu, Guillaume, ce que t'as raté, là? T'aurais pu faire un truc super T'aurais dû dire, je le savais. intelligent. Mais bon, non. Ça, on laisse ça à Rust. Ouais, exactement. Contre Vince Morale. Je gagne pas au bras de fer, mais ça turbine. Hein. Oh, putain. Donc, c'est tout ce qui me reste. Ce qui te reste. Donc, victoire par décision unanime, Taylor a fait du Taylor, mais avec des intentions différentes. Oui. Et Comment ça? Ah. Intention différente. Intention différente dans le sens où c'est vrai que depuis la défaite qu'il avait eue avec ses coachs, il avait vraiment travaillé pour, un peu à la manière de Morgan, éviter de laisser en suspens son avenir à la décision des juges où clairement tu vois qu'il n'y a pas eu photo, il a roulé sur le gars. Et c'est vrai que là, bon, il n'y a pas eu le finish, mais on sait clairement de quel côté ça allait. Ok. déjà, la pesée, je l'ai trouvé super affûté. Ah, mais comme... Il est toujours non, affûté. physiquement, c'est vrai que... Mais là, physiquement, je me suis dit, putain, il paraît vachement plus lean et Oui. mean. Ouais, tu vois. Lean and mean. T'es présent, ouais. Lean and mean. Mais, et du coup, ça s'est vu dans le combat. Tu voyais qu'il combattait pas juste pour gagner, mais avec l'intention de finir. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est un combat avec un gros enjeu malgré tout, parce que c'est le dernier combat de son contrat. C'était le dernier combat de son contrat. Du coup, là, il faut re-signer. Et Il va être bien, là. ouais, là, il est 3-1, mais il a un passif avec l'UFC. Il était déjà 3. Où il était déjà 3-1, ils l'ont pas re-signé. Du coup, quand t'as déjà eu ça, et que t'es exactement dans la même situation, bien sûr que ça joue un rôle dans ta tête, j'imagine. Mais là, je pense qu'avec ce combat, ouais, il a cimenté le nouveau contrat, quoi. Non, après, la situation elle est différente. Il y a maintenant la France qui est là, Bien le sûr. public français. Il a son rôle dans RSC, qui est en fait le diffuseur français de l'UFC. Je pense que de toute manière, c'est très... moi j'adore sa casquette, sa double casquette de Bien sûr. combattant. Et il va mettre Faire le même il va jour, mettre c'est le fou. costard et il va finir à l'antenne direct après. Et puis sans aucune marque sur la tête. Il n'y a Ça, que c'est lui quelque chose qui fait Ah, ça, en non, fait. c'est Il n'y a incroyable. personne d'autre qui fait ça. Non. Il y a d'autres combattants qui sont commentateurs, Non, mais il y a la personne. même soirée. Ta gueule. Tu vois. Mais en plus, et ce qui était vraiment stylé, c'est que c'est toujours kiffant de regarder Taylor, parce que techniquement, c'est un des combattants les plus incomplets, mais il a, je sais pas comment on dirait, à chaque fois je dis profondeur de gameplay, mais pour le combat, en gros, il a une palette technique qui est tellement immense que regarder Taylor combattre, toute proportion gardée, mais ouais, c'est ça, plaisant, c'est un peu comme quand tu regardais Dimitri Johnson à l'époque, tu sais que ça va être trop beau. Tu sais que debout, au sol, machin, ça va s'enchaîner parfaitement, il voit des ouvertures, la sélection de coups, elle est C'est parfaite. fluide, c'est rapide et puis c'est technique. Ouais. C'est pour ça. C'est propre. Et quand t'as ça, et qu'en plus, il est en contrôle du combat, parce que c'est toujours plus facile pour un combattant de se laisser aller et de dérouler quand t'es en contrôle du combat. Un Taylor Lapillus qui domine son sujet comme ça, mais c'est un porno, quoi. Wow. Ouais. Pas fou. Voilà. C'est pas faux. Donc, sans transition, en parlant de porno, Aileen Perez, Ouais. Manu. Quoi? Ah oui, c'est Aline Perez. Oui. Oh là là, t'oses, hein. L'Argentine. Ouais. L'Argentine. L'Argentine. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de son twerk, donc? De son twerk. Non, du coup, c'était une blague, pardon. Oui. Oui, les transitions sont pas encore optimales. C'est comme un chien. Non mais, ça y est. Non, mais, moi, ce qui me fait marrer, c'est que tout le monde, apparemment tous les Français sont au courant qu'elle a un OnlyFans, mais pas moi. Moi, je savais pas qu'elle avait un OnlyFans. Et t'as vu son OnlyFans? Ah bon? Et puis après, elle fait son twerk, tout ça, et tu dis, ah oui. Sûrement. J'imagine. Je vois pourquoi. Ouais, écoute, elle a fait un super combat. Non, avec- pas du combat, on s'en fout. Ouais, bon, ok, avec une bonne finition. Ouais. Voilà, je sais même pas, tu vois. C'est sur toi que va reposer tout ce segment Aline Perez, Manu, donc... l'analyse- Pardon, excusez-moi, mais je vous avoue que c'est le moment que j'ai choisi pour aller manger quelque chose. Bon, bah voilà. Mais c'était qui là en face déjà? En face, c'était La Russe. Daria, qui était une vétéran AS. Ouais, mais elle est qui avait pas, combattu AS. Premier combat UFC?
Non, deuxième, je crois. Deuxième. Elle faisait pas partie ou elle fait pas partie du MMA Si, Factory? elle fait partie du Factory. Deuxième combat Deuxième UFC. combat UFC. Et apparemment, donc, c'est Thomas, notre gars Thomas, qui nous disait qu'en plus, elle est très forte au sol normalement, et que du coup, ils étaient tous un peu choqués parce que c'est au sol qu'elle est vraiment super forte. Et là, elle s'est fait, je crois que c'est un bras-tête, Oui. et elle a pris un bras-tête sale et fait chier quoi. Mais un bras-tête en plus, encore en demi-garde et pas en demi-garde de l'autre côté. Et c'est, je veux dire, tu peux finir comme ça, mais c'est pas non plus la finition la plus simple, quoi. T'en as pensé quoi du finish, toi, Volcan? Ben voilà, mais le twerk d'après. C'est dur parce qu'on se rappelle que ça. Mais pour la défense, pour ta défense, elle le fait exprès. C'est-à-dire que dès qu'elle a une caméra, ça bouge. Elle est née moi, pour ça. Qu'elle twerk à n'importe quand ça va, mais quand si tu twerk sur ma tête, 2 fois de suite, mais moi je me relève, je pars pas dans mon coin. Là, il y a baston, il y a bagarre, il y a rebagarre. Ouais. Mais et en plus, Oui, c'est surtout qu'elle l'a joué en mode respect aussi. non, ça. mais ça c'est Ouais, infâme. c'est ça. C'était pas Deep Pimblet aussi qui avait. Oui, mais sauf que on en reparlait justement hier. Avec Et Jordan Levitt. Voilà. c'est- Exactement. Il faut savoir que Paddy Pimblett a twerké sur Jordan Levitt parce que Jordan Levitt était connu pour twerker Bien sur sûr. ses adversaires Ouais. quand Et il elle est. est déjà annoncé. Et qu'il avait dit quand je vais battre. Exactement. Voilà. Donc, il y Maintenant, avait- Rust, qui l'a mieux fait? Ah bah c'est hyper. Oh, le twerk contre Paddy Pimblett. Je pensais, mais non, mais je pensais que t'allais dire Pimblet, excuse-moi. Dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Non, non, non. Bah, ça veut dire J'ai que une anecdote. J'ai une anecdote. Mon neveu Kéké, il a regardé un des derniers Ground and Pound qu'on faisait. Et il y a un Ground and Pound, il me dit oh, t'es une chef en ce moment. Je fais ouais, regardez, ça y est, j'ai retrouvé mes abdos. Et il zoome sur vos têtes. Et toi, t'es là. Hein? Et toi, on te voit comme ça. Non, je te jure, impossible. Je vais lui dire d'envoyer la vidéo et on voit. Et du coup, Jamais de la vie déjà que tu m'en Mais qu'est-ce qu'il se passe entre Mais vous? rien. Ouais. il zoome sur vos têtes et je te jure que j'avoue que vos visages c'est un peu genre. Non. Et toi? Non, c'est impossible. Non mais Manu, là je comprends pourquoi dans votre studio il y a des lits et tout ça. Bien sûr. Ça suffit, on arrête ça tout de suite. T'as compris le type de Ground and Pound que nous on fait ici? Non, c'est... Non. Je refuse. On va terminer avec le dernier chapitre de cette toute dernière émission. Il est temps de... Oui. De finir tout ça. Jacqueline Cavalcanti, Nora Cornell, où malheureusement ça avait mal commencé pour les Français. Mais victoire logique, je trouve. Oui. En fait, et c'est vrai que ça... Parce que c'est décision partagée, mais bon. Alors je dois avouer que j'ai été un peu surpris de la réaction de Nora Cornell à la fin du combat, j'avoue, de lever les bras parce que pour moi c'était assez clair que c'était pour Jacqueline Cavalcanti et qu'elle avait dominé les échanges et qu'elle avait dominé les débats. Donc je sais pas pour vous, mais pour moi c'était une vraie décision de Cavalcanti quoi. Moi j'ai vu justement, je regardais sur le Fight Pass et mon Fight Pass il s'est bloqué juste avant la remise de la décision, mais pour moi Jacqueline avait gagné. Je n'ai pas vu justement la scène qui s'est passée, mais par la suite quand je me suis reconnecté, elle avait déjà gagné et puis pour moi c'était logique. Mais justement pour moi elle n'a pas réussi à faire assez en fait pour avoir la victoire vers elle. Ouais. Je pense que elle gère assez bien le premier round, mais 2 et 3, compliqué. Faut pas oublier de dire que c'est un rematch aussi. Elle avait déjà perdu à la C'est sa seule défaite. Devant ton public. En France 2 fois, non? C'était en France, hein? Ouais, c'était en France. Ça c'était fait en 2 France fois, aussi, ouais. Ah ouais, non. Et Ouais, t'as vu. Je n'avais même pas capté c'est ça. pas forcément le plus fort à gérer, j'imagine. T'es devant ton public et tu rencontres quelqu'un contre qui t'as déjà perdu, même si t'as la décision, Il y a même un moment dans le combat, on sentait que les émotions prenaient un peu le dessus pour Nora. Elle a toujours été, émotionnellement, ça a toujours été ça, mais c'est vrai que, après, il faut dire aussi, honnêtement, elle était vraiment, elle était bonne aussi en striking en face, elle se déplaçait bien, elle réussissait bien à trouver sa distance, donc Et ça restait serré. Ça restait serré, c'est juste que, ça restait serré, mais c'est pas déconnant. Non, et puis j'aime beaucoup l'énergie que Nora a, j'aime beaucoup, elle essaye de hyper aussi le public, et ça c'est super cool, parce qu'elle arrive en premier combat, elle essaie de réveiller un peu tout le monde, et ça c'est super cool.
c'est vrai que pour une Française, enfin un Français, une Française, on n'a pas cet esprit un peu chaud, un peu Bien de sûr, ouais. crier, de machin Ouais. à l'américaine. Et puis Nora, c'est quelqu'un qui apporte un petit peu ça aussi. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, voilà, je pense qu'on a terminé sur cette UFC pas. On peut peut-être boucler la boucle avec un gros combat qui arrive pour l'UFC Macao. Ouais. Mhm. La boucle sera bouclée. Donc, 23 novembre, je vais pouvoir faire la continuation de mon ascension donc vers le titre. Maintenant, je vais affronter Carlos Ulberg. Évidemment, on va dire c'est comme un setback parce que c'est pas vers le haut pour le titre, Ouais. mais je prends ça moi vraiment comme un. En parlant à mon coach, il m'a dit quand je lui ai demandé pour ce combat contre Carlos Ulberg, il m'a dit c'est parfait, ça va être un warm-up fight pour Hill. Et aussi pour moi maintenant pour ma continuation de venir, c'est de rester actif, de continuer à gagner mes combats, et puis maintenant de cimenter ma place en tant que contenders. Et s'il faut passer un petit peu par derrière pour liquider tous les gens qui montent, ben je le fais volontiers. J'ai envie de rester actif, tu connais No Time. Et maintenant en fait il faut avoir de quoi prouver qu'on est là pour une raison. Et c'est pour ça que maintenant j'ai envie d'avoir ce fight avant d'avoir un plus gros objectif devant moi. T'as quelque chose à rajouter, Manu? Mais non, j'ai vu ta tête quand il a dit par derrière. C'est pas bien. non, elle c'est est pas Manu, elle est... J'ai vu C'est ta tête toi, là. Manu. Non, je te jure. C'est T'as toi, dit- Manu. Non. Non, il y a rien à ajouter. T'as eu plusieurs noms ou pas? Ou c'était Hubert ou... Plus un nom? Ouais, ils Avant t'ont lui, pro- non. ouais, ils t'ont non. pro- En fait, moi, ce que j'ai demandé, enfin, ce qu'on a demandé, c'était Blachowicz ou Jamal Hill. Les deux, malheureusement, sont blessés, indisponibles jusqu'à nouvel ordre, en fait. Et ils m'ont dit Q1 2025. Et puis ça peut être janvier, février, mars, ou alors avril, mai, juin. On n'en sait jamais parce que moi, j'ai le visa américain qui a un petit problème. Donc, si eux, ils veulent pas combattre ailleurs, il va falloir attendre un Abu Dhabi ou il va falloir attendre quelque chose. On sait jamais la date quand elles arrivent. Et moi, j'ai combattu en juin. Ça fera gentiment une année si tout se passe mal. Et puis, il faut que je sois actif. Ouais, Donc, bien sûr. moi, mettez-moi n'importe qui de toute manière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. Et si je sais que j'ai le niveau sûr. pour la ceinture, le reste, ça me dérange pas. Et c'est quoi qui te fait le plus flipper parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le Rien. Rien. non, mais enfin C'est ouais. quoi, pour Chez l'adversaire, tu lui, dis ouais, pour Carlos Ulberg. Chez lui, qu'est-ce qui est dangereux? Ouais, là où tu te méfies le plus. Ouais. Je me méfie de rien du tout, mais ce qui est dangereux chez lui, c'est son striking. Ouais. C'est Adesanya en fait en striking. C'est Kevin Jousset d'une certaine manière. Oui, parce que je sais pas si on l'a dit, mais il vient du même camp, donc de City Kickboxing. En fait, ouais. ils sont entraînés longtemps avec. Je crois il est aussi très très ami avec Carlos. Là-bas, c'est une équipe qui est très soudée, hein, tu sais. Et en fait, à mon avis, c'est vraiment la même façon de combattre, la façon de se tenir très droit, très. Je pense qu'il a une mauvaise défense. Il est bon. Je vais pas trop dévoiler actuellement parce que je pense que Kevin écoute aussi Peut-être qu'il écoute le podcast. mais je veux dire, pour moi, ce sera mon combat de toute manière et je suis quand même très confiant là-dessus. Let's go. 24 novembre, ne manquez pas ça. 23 23. novembre ou avec le décalage horaire? Non, pas du tout. Le décalage sera à 13h pour vous, Oui, c'est vrai. en pleine journée, pour une fois. Oui, ça va être une carte Gucci, main event, Ouais. Yann contre Figueiredo. Ah, ça va être un très bon Main événement. event Moi, Volkan. j'attendais le réseau de Peter Yan et en plus contre Figueiredo, ça va être Ça va être super. super. On se fera un petit goûter, on sera bien. Ah, franchement, ouais. Ah ouais. Un petit apéro. Petit Ce apéro. combat. Ouais. Ah bah nickel ça. Et du coup, c'est Comain. Pas sûr. Je pense qu'il y aura Zhang Weili. Et vu que c'est Macao, Chine, donc Zhang Weili sera sûrement. Main event du coup. Donc, Bah oui, en main, il me semble. Mais si elle a la Bah, si elle ceinture, a C'est la ceinture, donc ce Ouais. serait. Mais. ouais, Ouais. je dis même, peut-être. Hein. si elle a la ceinture, probablement. Bon, on verra. Je suis pas Oui. sûr alors. Seul l'avenir nous dira ce qui est sûr, ce qui nous intéresse. Nous, c'est Ouais. comme ça. Oui, très clairement. Allez, sur ton taille. Salut Manu. Merci les gars. Allez, merci. C'était à toi. cool. Oui, c'était cool. Mais attention. Ouais, Ouais, on qu'est-ce que surveille, j'ai dit Manu. Qu'est-ce que j'ai dit On J'ai dit, surveille. On va s'occuper de lui. J'ai déjà perdu au bras de fer. vous voulez Voilà. quoi Oh, dis donc. Allez. C'est ça. Aïe, aïe, Eh ben, aïe. nom de Dieu. Il est vraiment. Il est vraiment phénoménal. Merci beaucoup. Yeah.